Donc, je vous propose de reprendre ce webinaire avec Quentin Godineau, kiné à Aubagne. Donc, Quentin, merci d'être parmi nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Déjà, je remercie l'invitation de l'URPS concernant le webinaire consacré au Covid long, la prise en charge des patients qui ont un Covid long. Juste pour faire une petite présentation, donc du coup, je suis kinésithérapeute. Je travaille en activité mixte, vu que j'ai une activité salariée au sein de la clinique Les Trois Tours sur la l'ADETROUS, qui est une clinique spécialisée dans la prise en charge des pathologies respiratoires et aussi ORL. Donc, du coup, j'ai l'occasion de travailler avec donc, des orthophonistes, avec des enseignants à part. Il y a aussi un ergothérapeute, une psychomotricienne et psychologue et nutritionniste, diététicienne, pardon, pas nutritionniste, c'est deux choses différentes. Donc voilà, donc je vais vous présenter vraiment la prise en charge en kiné des patients présentant un Covid long. Alors, il y aura quelques redites par rapport à ce qu'a dit le professeur Carles. Je m'en excuse, vu que j'avoue que sa présentation était d'une très grande qualité. Donc, j'espère que ces redites ne seront pas trop ennuyeux et que ça restera justement dans la continuité de la qualité de son intervention. Juste pour faire, alors, est-ce que j'y arrive? Pourquoi je n'y arrive pas? Ah, voilà. Donc, pour faire un bref retour en arrière, donc c'est vrai qu'on a commencé à parler de ce nouveau coronavirus en janvier. On a vu quasiment quelques semaines après apparaître des cas en France. Cette diapo, c'est surtout pour reprendre un petit peu qu'en mars, on a eu la mise en vigueur du premier confinement, ce qui a engendré pour nous en tant que kiné donc la fermeture de nos cabinets. On a eu besoin de se réorganiser pour le suivi de certains patients via des plateformes de téléconsultation, mais aussi en clinique avec la fermeture de l'hôpital de jour et l'ouverture de 2 secteurs dédiés à la prise en charge des patients Covid. Le but était vraiment de pouvoir un petit peu décharger les hôpitaux qui étaient déjà sous tension et de pouvoir mettre en place déjà de la réhabilitation assez rapidement. Donc, concernant donc, les recommandations, on a eu énormément de recommandations concernant la réadaptation et la reprise d'activité pour les patients post-Covid. Essentiellement, elle faisait référence aux patients qui faisaient des formes sévères, nécessitant soit une sévère qui en nécessitait bien sûr une hospitalisation, mais aussi concernant des patients post-Covid avec les retours à domicile. On avait aussi donc des mesures, des recommandations concernant la continuité des soins à domicile pour des patients qui étaient des personnes âgées, des personnes qui étaient pas forcément ayant déclaré un Covid. Et c'est assez c'est bien plus tard, en 2021, donc avec les associations de patients, qu'on a commencé à entendre parler, même si on le voyait donc après le confinement, voir des patients présentant des symptômes prolongés de la Covid-19. Donc ça va être vraiment, à partir de ce moment-là, on a eu les recommandations de l'HAS concernant les différents symptômes prolongés que pouvaient avoir ces patients-là. Bien sûr, au moment où c'est sorti, c'était plutôt des avis d'experts. On avait quasiment peu de données probantes ou des données avec des faibles niveaux de preuve, mais ça a été aussi une bonne base de départ concernant la prise en charge de ces patients-là. Donc, du coup, quelle prise en charge en kinésithérapie pour les patients Covid long? Bien sûr, il faut qu'on se mette d'accord de quelle population parle-t-on. Certes, on parle d'un patient qui a fait un Covid long, donc qui a été diagnostiqué et validé par un PCR. Mais on se rend compte que déjà, lors du déconfinement en mai, on a eu déjà
une pathologie un petit peu à deux niveaux. On avait d'un côté une population qui avait fait des formes sévères, qui a nécessité une hospitalisation, qui du coup a présenté aussi des complications post-hospitalisation avec des syndromes post-soins intensifs, avec des complications liées à des décompensations de comorbidités. Et aussi, on a vu apparaître aussi, moi, au sein du cabinet, des patients qui présentaient des symptômes qui m'ont été adressés, mais sans forcément avoir de lien avec une hospitalisation ou des formes sévères de la COVID. Donc, pour reprendre, ça reprend un petit peu ce que disait le professeur juste avant. C'est vrai que la COVID-19 était une maladie. Au départ, on estimait que les signes disparaissaient la plupart du temps au bout de 2-3 semaines. Toutefois, il y avait certains malades qui présentaient encore des symptômes au-delà de 4 semaines après infection. Donc, ça peut s'agir aussi, il s'agissait de patients qui pouvaient être hospitalisés ou non. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était lié plutôt à un Covid persistant ou un post-Covid aigu. Petit à petit, il y a eu un consensus qui s'est fait aussi parce qu'il y a eu des patients qui présentaient bien au-delà des symptômes, au-delà de 12 semaines. Et bien sûr, c'est ces patients-là qu'après, on a l'Organisme mondial donc, de la santé appelé ça l'état post-Covid et nous, qu'on voit comme patients présentant un Covid long. Bien sûr, ces symptômes persistants, ils doivent écarter toute maladie connue antérieure, que ce soit diabète, BPCO ou autre pathologie au niveau cardiovasculaire. Donc, les symptômes, j'y reviens brièvement, ça a été très clairement dit. On a un large éventail au niveau des symptômes. Bien sûr, la fatigue est un des symptômes qui est souvent présenté, l'essoufflement, les palpitations, des douleurs thoraciques, les douleurs musculaires, avec aussi les sensations de paresthésie, de sensation de perte de mémoire et tout l'aspect qui a été annoncé aussi avant d'un point de vue cognitif. Donc, je reprends les recommandations de l'HAS qui nous expliquaient du coup les complications, les conséquences au niveau des formes sévères. Et à côté de ça aussi, le diagnostic, les syndromes concernant les symptômes prolongés. Donc, bien sûr, on a vu qu'il y avait donc, des atteintes au niveau pulmonaire avec des syndromes d'hyperventilation, de l'hyperréactivité bronchique. D'un point de vue cardiovasculaire, donc la péricardite, le myocardite, souvent qui nous sont relatés par les patients comme étant des oppressions thoraciques, des douleurs thoraciques. Et on a vu aussi apparaître des patients présentant des troubles de la cognition avec des difficultés à la concentration, des difficultés au niveau mémoire, des troubles de l'équilibre. Donc, à côté de ça, tout ce qui va être les répercussions aussi psychologiques, digestives, ORL. Donc, encore une fois, je passe brièvement sur cette diapo. Ça a été très clairement dit par le professeur Carles juste avant. D'un point de vue kiné, donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs profils de patients qu'on pouvait avoir en kinésithérapie. Alors, ces catégories-là ne sont pas forcément relatées dans la littérature. C'est d'un point de vue plutôt expérience clinique et j'ai repris aussi des propos du professeur François Carré qui est du coup cardiologue à Rennes au centre santé bien-être. Et donc, du coup, il y avait une certaine classification qu'on pouvait avoir, un certain profilage de nos patients qu'on pouvait avoir en kinésithérapie. Bien sûr, le premier qu'on a connu assez rapidement, c'est le patient qui avait tendance à désaturer à l'effort, qui nécessitait l'oxygène, une supplémentation d'oxygène et qui voilà, du coup, nécessitait une surveillance au niveau de sa saturation. Après, du coup, on a vu aussi des autres groupes, d'autres profils de patients, donc des patients qui présentaient cette fois-ci des inadaptations de la fréquence cardiaque avec tendance à faire de la tachycardie pour le moindre effort, c'est-à-dire que c'était des personnes qui, au repos, pouvaient présenter une fréquence cardiaque
un peu élevé, mais de l'ordre de la normale, ou pour certains, déjà une augmentation de la fréquence cardiaque. Mais dès qu'ils se mettaient à bouger, à se lever, on avait de suite une tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque qui se mettait en place. Troisième catégorie de patients, cette fois-ci, c'est concernant l'inadaptation à la fonction ventilatoire, mais sans lien avec une désaturation. Donc, c'est très clairement le syndrome d'hyperventilation que l'on peut retrouver ici-là. L'augmentation du coup de cette fréquence ventilatoire pour n'importe quel stimuli qui n'est pas forcément d'ordre physique, mais ça peut être aussi d'ordre émotionnel, d'ordre affectif. Donc, c'est vrai que c'est un syndrome qui, du coup, va impacter drastiquement les patients dans leur quotidien. En soi, la quatrième et cinquième catégorie sont ce qui étaient les patients présentant une fatigabilité importante, qu'elle soit musculaire, vraiment avec une diminution de la force musculaire, sans forcément d'avoir de problématiques cardio-respiratoires. Et la cinquième, des patients qui décrivent une immense fatigue, des patients qui se sentent vidés après des efforts, après des activités de la vie quotidienne. C'est souvent des patients aussi qui au cours de début de rééducation, nous expliquent qu'ils mettent 2-3 jours à s'en remettre pour juste des efforts qui nous paraissaient minimes. Donc, du coup, vraiment, l'adaptation concernant la prise en charge de ces patients-là est hyper importante. Donc, bien sûr, ça doit mettre en place une évaluation. Cette évaluation, elle n'est pas forcément que kiné, c'est vraiment une évaluation qui va être pluridisciplinaire. Donc, le but est vraiment de comprendre déjà ce qui a été la phase aiguë du patient, quels ont été ses symptômes, quelles ont été déjà les répercussions de l'infection au SARS-CoV-2, et vraiment de prendre en compte toutes les causes, tous ces symptômes, et d'essayer avec du coup nos outils à nous et avec le staff qui peut nous entourer, de pouvoir comprendre ces symptômes-là et de trouver toutes les causes qui pourraient expliquer ces symptômes et leur impact. Donc, bien sûr, la prise en charge est multidisciplinaire, c'est primordial pour les patients souffrant de Covid long. Donc, il va être important de pouvoir évaluer ces symptômes-là en lien du coup avec le Covid long. Donc, encore une fois, on a un listing qui est non exhaustif de toutes les évaluations qui est possible de faire. Bien sûr, ça va être en fonction du patient, on va en privilégier selon l'impact au niveau de sa vie quotidienne. Bien sûr, on a certains qui vont être donc la capacité aérobie, anaérobie, la douleur, le côté respiratoire, fatigabilité. Bien sûr, tout ce qui va être l'aspect motricité, l'équilibre, surtout pour les personnes âgées, pour prévenir le risque de chute aussi. Tout ce qui va être l'aspect perte de poids et l'anosmie, agueusie, je laisse ça aux orthophonistes qui sont beaucoup plus compétentes que nous pour évaluer ce genre de symptômes. Donc, bien sûr, l'évaluation cardio-respiratoire. Donc, on va avoir l'évaluation de la dyspnée. On utilise souvent, nous, l'échelle MMRC. On a aussi la possibilité d'utiliser l'échelle visuelle analogique, qui est très simple, qui est la réglette qui définit entre 0 et 10 l'état d'essoufflement, l'état de dyspnée du patient. D'arriver aussi à comprendre le patient concernant cette dyspnée. Il faut vraiment que ça soit lié, est-ce que c'est lié à un essoufflement, certes lié à un effort, mais est-ce que cet essoufflement, cette sensation désagréable du coup qui est rapportée, doit être remis aussi dans le contexte. Et bien sûr, de le comparer avec la dyspnée qu'il a pu percevoir avant l'infection au Covid. On a le contrôle de la fréquence cardiaque, donc du coup, on cherche à voir déjà si elle est des valeurs normales au repos. Et après, on a un calcul qui est un calcul de la fréquence cardiaque maximale théorique pour après déterminer des bases d'entraînement.
le contrôle de la fréquence respiratoire, du coup le nombre de cycles par minute, bien sûr qui doit être compris entre 12 et 20. Chez les personnes présentant de l'hyperventilation, on va déjà avoir une majoration de cette ventilation-là, avec une tendance à faire une respiration très, très thoracique, assez thoracique haut, avec des inspirations très rapides, très accélérées, qui vont nécessiter une prise en charge particulière, une prise en charge spécifique. La recherche d'éventuellement d'encombrement, pour éviter toute surinfection, éviter toute problématique et engendrée par cet encombrement. Donc, la mesure de la saturation, j'ai bien dit, la recherche de signes d'hyperventilation qu'on va voir juste après avec le questionnaire de Nijmegen. Et les épreuves donc cardio-respiratoires, l'épreuve fonctionnelle à l'exercice, donc du coup de faire un effort sur un cycloergomètre avec des mesures de VO2, la mesure donc de l'oxygène qui est utilisé et du CO2 qui va être expiré. Excusez-moi. Et donc, sinon, le test de marche que nous, on utilise, qui est vraiment le test, utilisé de référence en pratique clinique régulière. Donc, la dyspnée, c'est vraiment un symptôme qui souvent qui peut être confondu avec la fatigue. Donc, c'est vraiment la sensation corporelle qui va avoir des conséquences émotionnelles et fonctionnelles et qui va agir du coup sur la qualité de vie. Donc, comme je vous ai dit, on a de nombreux outils à notre disposition. Son évaluation en pratique courante est indispensable et du coup, elle constitue vraiment le moyen d'expression pour interagir avec le patient, pour qu'il puisse nous expliquer vraiment ce qu'il ressent et son altération au niveau de la qualité de vie. Ça va être important aussi de pouvoir du coup discuter avec le staff médical, que ce soit aussi bien en pratique clinique qu'en libéral, avec le médecin généraliste, si on a toute suspicion en fait, de drapeau rouge, sachant que voilà, les drapeaux rouges, c'est tout signe ou symptômes annonciateurs de pathologies graves et qui nécessitent du coup une prise en charge rapide, une prise en charge médicale. Voilà, là, vous avez un petit peu, donc c'est tiré de Marc Beaumont qui avait fait un petit peu répertorier les différents outils qu'on pouvait utiliser et en fonction de ces outils-là, quelle dimension on cherche à explorer au niveau de la dyspnée, s'il s'agit d'une perception sensorielle, au niveau de la perception affective, si on a une sensation de poids, de gêne, ou l'impact au niveau de la limitation des activités et de la qualité de vie. Donc là, voilà, vous voyez celle que j'utilise assez régulièrement en pratique courante, donc l'échelle EVA. On a donc l'échelle de dyspnée MMRC. Et à côté de ça, donc l'échelle de Borg aussi qui est utilisée lorsqu'on réalise un réentraînement à l'effort. D'un point de vue fonctionnel, on va faire ce qu'on fait déjà actuellement en rééducation. On va aller chercher, évaluer s'il y a des déficits articulaires, des déficits au niveau des amplitudes, des douleurs lors de mouvements. L'évaluation de la force musculaire avec des testings, avec la force de préhension, avec des capteurs on peut chercher à voir avec des capteurs de force ou des accéléromètres. L'évaluation de la capacité proprioceptive équilibre avec différents échelles, différents scores qui peuvent être utilisés. Ce sont des échelles qui sont qui peuvent être facilement mises en place aussi dans notre pratique clinique. L'évaluation, comme je vous ai dit, de la capacité aérobie, donc avec l'utilisation du test de marche de 6 minutes. Le travail, si on n'a pas la possibilité de faire le test de marche, d'utiliser plutôt le test de levée de chaise des 1 minute, et on a aussi le test de levée de chaise de 3 minutes. Et toutes les capacités fonctionnelles avec l'indice Bartel et les mesures de l'indépendance fonctionnelle. Donc, le test de marche, comme je vous ai dit, c'est le test qui est le plus utilisé, le plus populaire en test de terrain, en pratique clinique. Ça va vraiment nécessiter ça va nécessiter par contre d'avoir un couloir assez important, vu qu'il nous faut une distance de 30 mètres. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut utiliser de partout, mais c'est vrai que ça reste un test qui est
très intéressant à mettre en place. Il est auto-rythmé par le patient. C'est lui-même qui décide à la vitesse à laquelle il veut marcher. La seule consigne qu'on lui donne, c'est de faire la plus grande distance en 6 minutes. Et donc, on va voir comment ces différents systèmes vont interagir, vont le gêner dans l'exercice. Donc, d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue pulmonaire, donc avec l'évaluation de la saturation et la prise en compte de la fréquence cardiaque toutes les minutes. Donc, c'est un test qui nous intéresse aussi, nous, dans la pratique clinique en salarié à la clinique, c'est parce que ça permet de déterminer une fréquence cardiaque cible qui va être utilisée par les enseignants en activité physique. Plus utilisé donc, dans le cadre de prise en charge en cabinet ou à domicile, ça va être le test de levée de chaise. On va demander à la personne du coup de mettre les mains sur la hanche ou mettre les mains en croix et de réaliser donc des transferts assis debout pendant donc 1 minute, 3 minutes. Généralement, on utilise celui des 1 minute pour les personnes qui sont très fatigables. Des personnes qui ont tendance à mieux le tolérer, on va aller chercher plutôt des tests de 3 minutes parce qu'ils sont mieux corrélés avec le test de marche des 6 minutes. Donc pareil, on va recueillir la saturation, la fréquence cardiaque et le nombre de réalisations qui va nous permettre de déterminer si on a plutôt une bonne capacité à l'effort, si plutôt il y a une limitation modérée, une limitation importante. Donc, évaluation de la fatigue. C'est vrai que après le confinement, on a eu des personnes qui venaient qui se présentaient à nous avec des symptômes donc de fatigue, des fatigues importantes. C'est vrai que, comme a dit le professeur Carles, ça se rapprocherait des syndromes de fatigue chronique post-infectieux. C'est vraiment une asthénie importante. Les personnes présentent la sensation d'avoir le corps vidé, avec vraiment ce qui va être relaté, c'est ce manque d'énergie, ce manque d'initiative ou vraiment d'être épuisé au moindre effort. Et que cela peut commencer dès le début de la journée avec vraiment un besoin de devoir se reposer, cette impression pas cette impression, mais cette nécessité d'aller se reposer, d'aller dormir pendant la journée. Donc, bien sûr, ça va être avec les médecins aussi, c'est de pouvoir en discuter afin d'écarter toute pathologie sous-jacente ou carence. Nous, en pratique, ce qu'on va utiliser, ça va être l'échelle de ECOG, pardon. Et moi, ce que j'utilise souvent aussi, c'est l'échelle de fatigue de Schelder. Donc, aussi, concernant la fatigue, ça va être important de questionner le patient concernant son sommeil, concernant s'il présente des troubles au niveau du sommeil, de voir si, encore une fois, cette fatigue va être liée à des efforts importants, si il y a des facteurs nutritionnels ou des écarts au niveau alimentaire. Et voilà. Et est-ce que cette fatigue elle a tendance à se mettre en avant, à être en exergue lors d'efforts physiques, mais même aussi lors d'efforts intellectuels, qu'elles soient minimes ou intenses. Donc là, voilà, vous avez l'échelle de Schelder qui est utilisée. Et vous avez l'échelle donc ECOG. Donc, concernant l'hyperventilation, c'est vrai que ça aussi, l'infection SARS-CoV-2 et ce que ça entraînait la COVID-19, le Covid long, a remis en avant un petit peu ce syndrome d'hyperventilation qui est une dysfonction au niveau respiratoire qui serait vraisemblablement d'origine centrale, donc avec un shunt de la voie des chémorécepteurs. Et donc, du coup, on va avoir une modification du pattern respiratoire qui va se traduire par une augmentation de la fréquence, une augmentation des volumes respiratoires qui va être disproportionnée par rapport aux besoins, par rapport à l'état du moment. Si la personne est au repos ou dès que le moment, la personne va se mettre en activité. Bien sûr, on parle de syndrome d'hyperventilation dès qu'on a
enlever, écarter toute pathologie respiratoire autre qui pourrait expliquer ce syndrome, qui pourrait expliquer l'hyperventilation, mais qui ne serait pas du coup un syndrome d'hyperventilation. Du coup, ça revêt un caractère multidimensionnel, vu qu'il va y avoir l'aspect biomécanique avec la dysfonction au niveau de la commande respiratoire, mais aussi le facteur cognitif, le facteur émotionnel, et cela entraîne aussi du coup une hypocapnie liée à cette hyperventilation, et du coup qui va réengendrer, qui va revenir sur un cercle vicieux de sensations de mal-être, et du coup qui va réengendrer une accélération de la fréquence respiratoire et du coup le renforcement de ces symptômes-là. Donc du coup, une fois que toutes les pathologies, encore une fois, les pathologies sont écartées, on va utiliser donc 3 tests, 2 essentiels avec le questionnaire de Nijmegen, ce qui va être le test de provocation. Donc le test de provocation, ça va être de demander au patient de redéclencher cette hyperventilation. Donc ça se fait il y a une mesure donc de l'air expiré avec une mesure avec un capnographe donc le patient a des lunettes nasales, et on va lui demander, donc on va prendre une valeur de référence pendant 2-3 minutes, et on va lui demander de refaire cette hyperventilation une fois qu'il a atteint donc la moitié de sa valeur de départ. On va lui demander de nous décrire ses symptômes, on va lui demander d'essayer de calmer sa respiration, et on va voir aussi la cinétique concernant l'air expiré, la concentration de CO2 de l'air expiré. Et on peut voir que donc, chez un sujet normal, on a tendance au bout d'une minute déjà de retrouver des valeurs qui étaient des valeurs de départ, alors que chez les personnes qui présentent plutôt des syndromes d'hyperventilation, on a vraiment un retardement de cette remontée de concentration de CO2. Concernant le questionnaire de Nijmegen, donc qui a été proposé avec un cut-off au niveau donc, de 23/64. Donc, le patient répond à ce questionnaire. On lui demande si voilà, il a de la tension nerveuse, de l'incapacité à respirer profondément, donc toute la liste que vous voyez là. Et en fonction de l'apparition plus ou moins régulière de ces symptômes, on va venir cocher, ça va nous donner un score. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain manque de spécificité de ce questionnaire par rapport à la population des patients Covid, parce que bien sûr, on va le retrouver avec certaines similitudes de symptômes qui sont en lien avec le Covid long. Donc maintenant, le triptyque de la rééducation, une fois qu'on a fait ce bilan, il va reposer vraiment sur 3 axes principaux: le réentraînement à l'effort, le renforcement musculaire avec aussi des étirements, des assouplissements, et la gestion du souffle et la ventilation. Donc, bien sûr, on prend aussi en compte, je ne l'ai pas marqué là, mais c'est l'éducation aussi, même si on ne peut pas encore parler d'éducation thérapeutique, mais vraiment de rendre acteur le patient dans sa prise en charge. Comme on l'a dit, c'était vraiment important de faire en sorte de suite le remettre en activité, bien sûr, en respectant ses symptômes, en respectant ses atteintes et ses répercussions au niveau fonctionnel. Donc, nous avez déjà donné des recommandations, c'est souvent tiré de ce qu'on connaît déjà sur la prise en charge de pathologies respiratoires et de la réhabilitation, réadaptation à l'effort chez les patients BPCO. Donc, bien sûr, l'évaluation de la tolérance à la fatigue, on l'a bien dit, l'évaluation de la dyspnée, la prise de constante avec la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation. Bien sûr, on a des critères de non-réalisation de séance si on a une fréquence cardiaque trop importante, la saturation, bien sûr, en fonction du risque de désaturation et de la pression artérielle. L'entraînement à l'effort, du coup, on évite toute douleur et on évite toute fatigue excessive. On va chercher vraiment à faire attention justement pendant la séance à ce que perçoit le patient, sans forcément chercher à trop le focaliser dessus.
mais aussi on va essayer d'avoir un suivi en dehors des séances pour savoir si on a eu une augmentation ou pas des symptômes afin de réajuster, on va dire, l'intensité, le volume d'entraînement. Encore une fois, le but, c'est de faire en sorte que le patient puisse reprendre confiance en ses capacités et faire en sorte aussi qu'il puisse le mettre en place, les consignes et les exercices qu'on puis lui prodiguer, de pouvoir les remettre dans sa vie quotidienne, le remettre, refaire des petits, comment dire, des petits exercices aussi à la maison et de continuer justement à aller dans cette amélioration des symptômes. Donc, bien sûr, la gestion est adaptée et doit être, la gestion du charge de travail doit être adaptée, progressif. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que le patient comprenne et adhère justement à ce traitement. Donc là, vous avez un exemple des différentes phases qu'on peut utiliser en rééducation. Bien sûr, la première phase, ça va être une préparation, retour à l'exercice, avec des exercices respiratoires, des étirements, de la souplesse, le travail de marche plutôt légère, des exercices alors psychocorporels, ça va être surtout, nous, à la clinique, on a aussi une sophrologue, donc du coup, c'est souvent cette personne-là qui va gérer cette partie-là. En pratique, on va dire, plus libérale, j'ai plutôt tendance à référer à d'autres professionnels qui vont gérer cet aspect relaxation. Mais bien sûr, voilà, le but, ça va être de reprendre une activité. Dès qu'on voit que l'effort minimal est assez bien perçu, assez bien toléré, à ce moment-là, on commencera à augmenter progressivement. On viendra demander aussi à la personne de revenir sur des activités quotidiennes plus régulières, que ce soit des activités de tâches ménagères, de jardinage, de bricolage en fonction. Et petit à petit, voilà, donc on va passer de phases, d'une phase 1 à une phase 2 et une phase 3, donc où on va commencer à augmenter les exercices aérobies, on va augmenter la charge musculaire, toujours en ayant pour objectif d'augmenter la capacité donc, de nos patients et bien sûr que cela soit toujours bien perçu, que ça soit bien toléré, que ça n'entraîne pas justement un refus ou des syndromes d'évitement ou de peur de se confronter justement à ces charges de travail. Donc, bien sûr, ça va être important de pouvoir beaucoup discuter, de pouvoir expliquer là où est-ce qu'on veut amener le patient, mais là où est-ce que lui aussi, il veut aller et que petit à petit, on ait vraiment cette alliance thérapeutique qui se fasse, qu'elle se fasse et qu'elle soit forte pour que vraiment on puisse améliorer le quotidien donc, de ces patients-là. La gestion du souffle, donc c'est vrai qu'on va avoir le contrôle des mouvements respiratoires, le travail au niveau de la gestion du souffle à travers différentes techniques qu'on peut avoir à disposition, la respiration abdomino-diaphragmatique qu'on peut faire dans différentes positions, que ce soit allongée, assise, la rééducation ventilatoire avec l'utilisation de la cohérence cardiaque, le fait d'utiliser un métronome, le fait d'utiliser un stimuli extérieur pour pouvoir donner des points de référence à ces patients-là, de pouvoir donc aider en cas de drainage bronchique, bien sûr, pour les patients qui ont tendance à être encore encombrés. Mais voilà, et bien sûr, de pouvoir l'associer aux activités de la vie quotidienne, de pouvoir chercher vraiment des symptômes, des signes annonciateurs qui pourraient commencer à nous faire suspecter que il va y avoir une hyperventilation qui va se mettre en place. Et donc, du coup, c'est déjà d'aller donner des petits points de référence justement à nos patients pour que justement ils puissent reprendre la main et se ressentir vraiment remaîtriser et être en confiance justement par rapport à leur état clinique.
Une petite aparté aussi, c'est concernant le renforcement des muscles respiratoires. Pour l'instant, c'est pas des choses. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup passer. J'ai pas vu beaucoup. Pardon, excusez-moi. J'ai pas vu beaucoup de données dessus. C'est vraiment une modalité de thérapie qui peut être utilisée, qui peut être intéressante, vu qu'on n'a pas de données encore dessus, donc c'est vrai que ça reste que du potentiel. Mais c'est vrai qu'on avait déjà des données pour les patients type BPCO qui présentaient une faiblesse au niveau des muscles inspiratoires avec une pression inspiratoire maximale inférieure à 60 cm d'eau. Donc, dès qu'on fait la mesure de la force inspiratoire. Donc, ça peut être aussi des techniques non seulement pour modifier ce pattern respiratoire, comme on l'a dit, le syndrome d'hyperventilation, ça va être aussi les récepteurs, mais que ça soit aussi, on a parlé des chémorécepteurs, mais ça peut être aussi au niveau des mécanorécepteurs qui sont présents au niveau de l'appareil pulmonaire, qui va informer le patient de son état de dyspnée, et donc du coup d'aller chercher à modifier la stimulation de ces récepteurs-là, de ces mécanorécepteurs, peut être quelque chose qui peut être intéressant, mais ça nécessite d'être évalué et d'être analysé. Le renforcement musculaire, donc du coup, tout ce qui va être exercice de renforcement musculaire, de travailler sur les postures. On peut utiliser d'autres approches comme le yoga, le tai chi, le qigong. Voilà, c'est des choses qui peuvent être mis en place, toujours à veiller à l'absence de contre-indication, encore une fois. Ça, c'est avec le biais du médecin et l'approche des spécialistes aussi. Les consignes, donc durant la réalisation de tous ces exercices, bien sûr, ça va être de ne pas faire des exercices qui ne redéclenchent ou qui viennent majorer la symptomatologie. Ça va être de, bien sûr, faire comprendre aussi aux patients la nécessité de mettre en place peut-être, avant de démarrer sa journée, un petit échauffement, de faire, après une activité qui a été intense, de faire une mise au repos ou une récupération. Donc, bien sûr, tout ça, c'est à surveiller en fonction de l'état d'anxiété. C'est vrai que le professeur avait parlé de différents on va dire, différents critères, que ce soit musculo-squelettique ou neurocognitif. C'est vrai que voilà, c'est aussi à prendre en compte. Et bien sûr, encore une fois, ce n'est pas nous kinés qui faisons ce diagnostic-là, mais comme professionnels de santé, on est aussi des acteurs de terrain. Et bien sûr, c'est le partage de ces informations-là autour d'une équipe pluridisciplinaire qui va être essentiel. Donc, pour conclure, vraiment, le contexte de la prise en charge de ces patients Covid long, ça va nécessiter une approche pluridisciplinaire, vraiment, de faire en sorte que tous les acteurs soient engagés dans l'approche et vraiment de la communication des données qu'on peut avoir pour ces patients-là. Un bilan méthodique et bien sûr une approche bienveillante. C'est souvent, comme on l'a expliqué, c'est des patients qui ont eu au départ eu tendance à être plutôt soit en errance thérapeutique ou à aller voir une multitude de professionnels sans forcément avoir eu des réponses ou en tout cas des approches qui n'étaient pas fructuantes. C'est vrai que voilà, de rester bien sûr bienveillant face à ces patients et le but, encore une fois, c'est de leur redonner confiance dans leur capacité, faire en sorte de réduire un maximum leur impact et qu'ils reprennent rapidement, entre guillemets, les différentes activités, les activités qui sont importantes pour eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors moi aussi, je vous remercie bien sûr pour votre intervention, très intéressante et surtout très documentée. En effet, il me semble important dans un contexte interprofessionnel de partager, de connaître le rôle de tous les intervenants auprès des patients atteints de ce Covid long. Donc,